Chapitre 11. Les adeptes se tenaient immobiles devant la grande prêtresse, aussi tendue que des cordes, nerveuses, silencieuses, un peu blêmes. Elle s'apprêtait à prendre la route, parée jusque dans les moindres détails. Elle portait des vêtements d'homme, gris, des vestes chaudes en peau de mouton qui n'entravaient pas leurs mouvements, de confortables chaussures elfiques. Elles avaient coupé leurs cheveux courts de manière à pouvoir les laver et les coiffer facilement dans les camps et au cours des marches, et à ne pas être gênées dans leur travail. Leurs baluchons étaient prêts, ne contenant que l'indispensable et un peu de nourriture pour la route. Le reste leur serait fourni par l'armée dans laquelle elles s'étaient engagées. Le visage des deux jeunes filles était calme, en apparence. Triss Merigold voyait que leurs mains et leurs lèvres tremblaient un peu. Triss Merigold. Belle donc. Le vent agita les branches nues des arbres du parc du temple. Il chassa les feuilles mortes sur les dalles du péridole. Le ciel était couleur bleu marine. Il n'allait pas tarder à neiger, cela se sentait. Nénéké brisa le... Nénéké, dis donc. Que de surprises dans ce début de chapitre 11. Nénéké brisa le silence. Vous avez déjà votre affectation ? Pas moi, Bodruya Ernud. Pour l'instant, je prendrai mes quartiers d'hiver dans un camp près de Vizima. Le commissaire préposé à l'enrôlement a dit qu'au printemps, il stationnerait des détachements de condottiers du Nord. Je serai officier de santé dans l'un de ces détachements. Et moi, dit avec un pâle sourire Yola la Seconde, j'ai déjà mon affectation. Je vais rejoindre monsieur Milo van der Berg qui s'occupe de chirurgie de bataille. Et n'allez pas me faire honte. Nénéké lança aux deux adeptes un regard menaçant. Montrez-vous digne de mon enseignement, du temple et de la grande Ménitélé. Certainement, mère. Et faites bien attention à vous. Oui, mère. Au contact des blessés, vous tomberez de fatigue, vous ne connaîtrez pas le sommeil. Vous aurez peur, vous aurez des doutes face à la douleur et la mort. Il est facile dans ces circonstances d'user de narcotiques ou de moyens stimulants. Soyez vigilante. Nous savons cela, mère. La guerre, la peur, le meurtre et le sang, dit la grande prêtresse en les transperçant toutes deux du regard, sont aussi synonymes de relâchement des mœurs, et certains y voient même un puissant aphrodisiaque. À l'heure actuelle, mesdemoiselles, vous ne connaissez rien de cette réalité et vous ne pouvez encore savoir l'influence que tout cela aura sur vous. Néanmoins, faites attention, je vous en prie. Et si cela était nécessaire, prenez des moyens préventifs. Si malgré tout, l'une ou l'autre d'entre vous se retrouvait dans l'embarras, dirons-nous, tenez-vous loin des charlatans de foire et des remèdes de bonne femme. Cherchez un temple, ou mieux, une magicienne. Nous le savons, mère. C'est tout. À présent, vous pouvez approcher pour recevoir ma bénédiction. Elle bénit les deux adeptes l'une après l'autre en posant sa main sur leur tête, puis les enlaça et les embrassa chacune à leur tour. Erneud renifla. Aoya la Seconde éclata tout bonnement en sanglots. Nénéké, dont l'œil brillait plus intensément que d'habitude, s'agita. Pas de scène, lâcha-t-elle en faisant mine d'être en colère. Vous partez jusqu'à la guerre. On en revient. Prenez vos paquets et disons-nous au revoir. Au revoir, mère. Elles marchèrent d'un pas rapide vers les grilles du temple, sans se retourner, sous les regards de la grande prêtresse Nénéké, la magicienne Triss Merigold et l'écrivaillon Jar. Ce dernier attira l'attention sur lui par un tout sautement peu discret. Qu'y a-t-il, Jar ? Elles, tu les as laissées partir, explosa-t-il avec amertume. Elles, qui ne sont que des jeunes filles, tu les as laissées s'engager. Et moi ? Pourquoi n'ai-je pas le droit, moi ? Suis-je condamné à passer ma vie ici, dans ces murs, à tourner et retourner des parchemins pleins de poussière ? Je ne suis pas une infirme, ni un lâche. C'est une honte pour moi de rester ici dans le temple, quand même des jeunes filles... Ces jeunes filles, répliqua la grande prêtresse en lui coupant la parole, ont passé toute leur jeunesse à apprendre comment soigner et guérir des blessés et des malades. Elles partent à la guerre, non par patriotisme, ni soif d'aventure, mais parce qu'il y aura là-bas nombre de blessés et de malades. Elles vont avoir du pain sur la planche, jour et nuit. Ernuid et Aoyola, Mira, Kaatié, Prune, Déborah et d'autres encore représentent la contribution du temple à l'effort de guerre. Le temple, en tant que partie intégrante de la société, paie sa dette à la société. Il verse sa quote-part en envoyant des spécialistes rejoindre l'armée et le front. Comprends-tu cela, Jar ? Des spécialistes, pas de la vulgaire chair à canon.
Tout le monde s'engage dans l'armée, seuls les lâches restent chez eux. Tu dis des bêtises, Jar, intervint Triss d'un ton sec. Tu n'as rien compris. Je veux aller à la guerre. Et la voix du garçon se brisa. Je veux sauver Ciri. Voyez-vous ça, dit Nenneke d'un ton railleur. Le chevalier errant qui veut se lancer à la rescousse de la dame de son cœur sur son cheval blanc. Elle se tut en voyant le regard que lui lançait la magicienne. Oh puis, j'en ai assez de tout ça, Jar, la réprimanda-t-elle. Je te l'interdis, il n'y a pas à discuter. Retourne à tes livres, étudie. Ton avenir, c'est la science. Viens, Triss, ne gaspillons pas notre temps. Sur une toile étendue devant l'autel était disposé un peigne en os, une bague bon marché, un livre à la reliure abîmée, une écharpe bleue délavée. Ayola la première, la prêtresse au talent divinatoire, était à genoux, penchée au-dessus de ces objets. « Prends ton temps, Ayola, l'avertit Nenneke, debout auprès d'elle. Concentre-toi bien. Nous ne voulons pas d'une prophétie clinquante, ni d'une énigme aux 1000 solutions. Nous voulons une image claire. Ces objets devant toi appartenaient à Ciri. Elle les a touchés. Imprègne-toi de leur aura, lentement, sans hâte. » Dehors, une tempête de neige faisait rage, et le vent soufflait en rafales. La neige recouvrit rapidement les toits et la cour du temple. C'était le 19 novembre, le jour de la pleine lune. « Je suis prête, mère, dit Ayola la première de sa voix mélodieuse. Commence. Un instant. Triss se leva du banc tel un ressort et ôta vivement de ses épaules sa fourrure de chinchilla. Un instant, Nenneke, je veux entrer en transe en même temps qu'elle. Ce n'est pas prudent. Je sais, mais je veux voir, de mes propres yeux. Je le dois. Pour elle, pour Ciri, j'aime cette fille, comme une sœurette cadette. À Kaedwen, elle m'a sauvé la vie, en risquant sa propre tête. La voix de la magicienne s'était soudain brisée. Tout à fait comme Jar, dit la grande prêtresse en secouant la tête, prêt à foncer tête baissée à l'aveuglette en risquant de vous rompre le cou, sans savoir où chercher ni comment faire pour sauver Ciri. Mais Jar est un garçon naïf et gentil. Toi, une magicienne prétendument mûre et intelligente. Tu devrais savoir que ce n'est pas en entrant en transe que tu aideras Ciri. Tu risques seulement de te causer du tort à toi-même. Je veux entrer en transe en même temps que Ayola, répéta Triss en se mordant les lèvres. Permets-le-moi, Nenneke. Du reste, qu'est-ce que je risque? Une attaque d'épilepsie? Même si j'en ai une, tu me sortiras de là, de toute façon. Tu risques de voir ce que tu ne devrais pas voir, énonça lentement Nenneke. Le mont Soden, songea Triss avec horreur, le mont Soden, où je trouvais la mort jadis, où l'on m'a enterré, où mon nom a été gravé sur un obélisque, le mont et la tombe qui me réclameront un jour. Je le sais, on me l'a déjà prédit. J'ai pris ma décision, répliqua-t-elle d'un ton froid en redressant fièrement la tête. Elle se leva et de ses deux mains rejeta dans son dos ses magnifiques cheveux. Commençons. Nenneke s'agenouilla, appuya son front contre ses paumes rassemblées. Commençons, répéta-t-elle doucement. Prépare-toi, Ayola. Agenouille-toi auprès de moi. Triss, prends Ayola par la main. Dehors, il faisait nuit. Le vent soufflait par rafales. La neige tombait. Au sud, bien au-delà des montagnes d'Amel et de Métina, dans une contrée appelée Sans-Lac, à 500 milles à vol de corneille de la ville d'Elander et du temple de Militélé, le pêcheur Gosta fut tiré de son sommeil par un mauvais rêve. Une fois réveillé, il ne put en aucune façon se rappeler le contenu de son cauchemar, mais une sourde inquiétude l'empêcha longtemps de se rendormir. Tout pêcheur averti savait parfaitement qu'il fallait s'y prendre dès les premières gelées pour attraper des perches. L'hiver, bien que précoce, jouait des tours cette année, aussi capricieux qu'une jolie demoiselle. Au début du mois de novembre, juste après Sauvine, alors qu'il y avait du travail par-dessus la tête, il avait envoyé ses premiers froids et ses premières neiges, surprenant tout le monde de fort désagréables manières, tel un bandit surgissant d'une embuscade. À la mi-novembre déjà, alors que la surface des lacs scintillait d'une fine couche de glace qui aurait supporté, semble-t-il, le poids d'un homme,
L'hiver capricieux se retira, permettant le retour de l'automne, des fortes pluies et d'un vent chaud du sud qui acheva de faire fondre la glace. Par le diable, s'interrogeaient les paysans. C'est-il l'hiver ou c'est-il pas l'hiver ? 3 jours ne s'étaient pas écoulés que l'hiver revint, sans neige cette fois, et sans tempête. Mais le gel était aussi mordant que les tenailles d'un forgeron, il crépitait même. L'eau qui dégoûtait, des avant-toits, se changea en glaçant en une nuit, parant ainsi les maisons de dents pointues, et c'est tout juste si les canards, surpris, ne gelèrent pas dans leur mare. Puis les lacs de Miltrashta poussèrent un soupir et se muèrent en mer de glace. Gosta patienta 1 jour encore, pour être sûr que l'hiver était bel et bien là, puis il sortit du grenier une boîte dotée d'une bandoulière dans laquelle il conservait ses ustensiles de pêche. Il rembourra soigneusement ses chaussures avec de la paille, enfila une peau de mouton sur son dos, prit un burin, un sac, et se hâta vers le lac. C'est connu. Pour les perches, le mieux, c'est d'y aller dès les premières gelées. La glace était solide, elle craquait un peu sous le poids de l'homme, elle crissait, mais elle tenait. Gosta marcha jusqu'au milieu du lac. Avec son burin, il perça une ouverture, s'assit sur sa boîte, déroula sa ligne en crin de cheval fixé à une baguette en bois de mélèze, y accrocha un petit poisson, en éteint avec un crochet, et la jeta à l'eau. La première perche, large d'une demi-coudée, saisit l'appât avant même que la ligne soit complètement tendue. 1 heure ne s'était pas écoulée qu'autour du trou s'étaient agglutinés plus d'une 50aine de poissons verts zébrés aux nageoires rouge sang. Gosta avait déjà plus de perches qu'il n'en fallait, mais son euphorie était telle qu'il ne pouvait se permettre d'arrêter. Après tout, il pourrait distribuer le surplus de poissons à ses voisins. Soudain, il entendit un cheval s'ébrouer longuement. Il leva la tête. Au bord du lac se tenait un magnifique cheval noir. De la vapeur s'échappait de ses naseaux. Le cavalier, en manteau d'onatra, avait le visage masqué d'un voile. Gosta avala sa salive. Il était trop tard pour fuir. Cependant, tout au fond de lui, il comptait que le cavalier n'aurait pas l'audace de faire avancer son cheval sur la fine couche de glace. Il agita machinalement sa canne à pêche et une nouvelle perche tirailla sa ligne. Le pêcheur sortit le poisson de l'eau, le détacha de l'hameçon, le jeta sur la glace. Du coin de l'œil, il voyait le cavalier. Ce dernier avait mis pied à terre, jeté les rênes de sa monture sur un arbuste effeuillé, et il se dirigeait à présent vers lui, avançant prudemment sur la plaque glissante. La perche frétillait sur la glace, tendait ses nageoires écailleuses, agitait ses branchies. Gosta se leva et se pencha pour se saisir du burin qui, en cas de besoin, pouvait faire office d'arme. « Sois sans crainte !» C'était une jeune fille. À présent qu'elle avait ôté son foulard, il voyait son visage défiguré par une affreuse cicatrice. Elle portait une épée dans le dos, il voyait la poignée magnifiquement travaillée qui pointait derrière son épaule. « Je ne te ferai pas de mal, dit-elle à voix basse. Je veux simplement te demander mon chemin. » Ben voyons, songea Gosta. En plein hiver, alors qu'il gèle, qui peut bien cheminer ou voyager en cette saison ? Un bandit, ou bien un banni. Cette contrée, c'est Miltrashta ? Oui, Da, annonna-t-il en regardant l'eau noire dans le trou. Miltrashta. Mais nous autres on dit les 100 lacs. Et le lac Tarn-Mira, tu le connais ? Tout le monde le connaît, dit-il en jetant un regard, un coup d'œil effrayé, à la jeune fille. Même si nous autres on l'appelle le lac sans fond. C'est un lac ensorcelé d'une profondeur terrible. Des naïades y habitent qui noient les humains et des monstres vivent dans les ruines antiques, ensorcelés. Il vit ses yeux verts étinceler. Il y a des ruines ? Une tour peut-être ? Tu parles d'une tour ? S'exclama-t-il malgré lui. Ce ne sont que des pierres écrasées par d'autres pierres, envahies par les mauvaises herbes. Un tas de gravats. La perche avait cessé de frétiller. Seules ses branchies continuaient à s'agiter. La jeune fille l'observait, pensive. La mort sur la glace, dit-elle, a quelque chose de fascinant. Hein ? Il y a loin jusqu'à ce lac et ses ruines. Par où faut-il aller ? Il lui indiqua le chemin. Il le dessina lui-même en grattant la glace avec le bout aiguisé de son burin. Elle hochait la tête tandis qu'elle mémorisait la route. La jument restait sur le bord du lac s'ébrouait, heurtant les pierres avec ses sabots, soufflant par les naseaux. Une petite réflexion de Cyril.
Ça a l'air sympa la mort, non? Qu'en pensez-vous? Non, Siri, c'est pas incroyable la mort. Tu es vraiment... Je sais plus quel personnage. Prends l'argent. Prends l'argent. Nande Jojo. Merci beaucoup Marine pour le sub. Merci énormément à toi pour le soutien. Oui, merci beaucoup à toi pour le soutien. Ça va tout de suite aller dans les fonds pour faire le cosplay pour le dernier tome, bien évidemment. Merci beaucoup à toi. Ça fait très plaisir. et j'ai du pot parce que j'étais en train de faire une phrase, du coup tu m'as pas fait peur. Mais en temps normal, ça m'effraie toujours ce son du sub. Pour le cosplay. Et oui, on en parlait tout à l'heure, justement, j'en profite aussi pour les gens de Twitch. Même si l'objectif n'a pas été totalement atteint, vous l'avez quand même pas mal rempli par rapport à ce qu'elle était au début. Et pour le dernier tome, bien sûr, on sera cosplayé en Gérald, grâce notamment au soutien des gens qui s'abonnent sur Twitch, comme par exemple Marine, que je remercie encore une fois. Je voulais pas te faire peur, justement. Bien timé alors, bravo à toi. Et je disais du coup avant, je sais plus quel personnage qui disait que Siri, genre c'était une enfant à qui il est arrivé des choses assez horribles. Et c'est totalement vrai, on le voit là-dedans. Genre quel enfant disait ah c'est fascinant la mort de poisson. Non Siri, non ça n'arrive pas. Il la regarda s'éloigner le long de la rive du lac. Il la vit galoper sur le bord du précipice, à travers une magnifique forêt d'aulnes et de bouleaux effeuillés, un bois enchanté paré d'un blanc manteau de givre. La jument Morel galopait à toute allure avec une élégance indescriptible. À peine entendait-on le claquement de ses sabots contre le sol gelé, à peine voyait-on une fine neige argentée tomber des branches qu'elle effleurait dans sa course. Comme si, à travers cette forêt enchantée, figée par le froid, galopait non pas un simple cheval, mais un cheval lui aussi enchanté, une sorte d'apparition. Mais peut-être était-ce une apparition? Un démon sur un cheval fantôme? Un démon qui aurait pris l'aspect d'une jeune fille aux immenses yeux verts et au visage défiguré? Qui, à part un démon, voyagerait l'hiver, se renseignerait sur la route qui mène à des ruines ensorcelées? Lorsqu'elle se fit éloigner, Gostar emballa rapidement son fourbi de pêche et passa par la forêt pour rentrer chez lui. Il faisait un détour, mais la raison et son instinct lui dictaient de ne pas prendre les chemins, de ne pas se montrer. Car la jeune fille, contrairement aux prémices, n'était pas un spectre, mais un être humain. La jument Morel n'était pas une apparition, mais bien un cheval. Or, très souvent, ceux qui filent à travers les endroits déserts, à cheval, en solitaire, l'hiver de surcroît, sont poursuivis par la traque. 1 heure plus tard, la traque traversait le chemin au galop, 14 chevaux. Pardon, je voulais muter le micro mais je me suis trompé parce que j'ai tapé. Je voulais pas faire ce bruit dans vos oreilles. Excusez-moi pour ceux qui s'endormaient, pardon. Une fois de plus, Rian s'agita son écrin d'argent en pestant. Pris d'un accès de fureur, il le cogna contre le pommeau de la selle. Mais le xénovois demeurait silencieux, comme s'il était ensorcelé. Une saloperie magique, commenta froidement Bonnart. Il est cassé, ce passe-passe de foire. À moins que Vilgefortz garde volontairement le silence. Nous signifions ainsi toute la considération qu'il a pour nous, ajouta Stephen Skellen. Rian se releva la tête, jaugea les 2 hommes d'un regard mauvais. Grâce à ce passe-passe de foire, affirma-t-il d'un ton acerbe, nous sommes sur ses traces et nous ne les perdons plus. Grâce à Monsieur Vilgefortz, nous savons vers où se dirige la jeune fille. Nous savons où nous allons et ce que nous devons faire. Je considère que c'est beaucoup, en comparaison de toutes vos actions précédentes. Ne parle pas tant. Hé, Boreas, que disent les traces? Boreas Mun se redressa, tout sauta. Elle est passée ici, il y a 1 heure. Elle s'efforce de maintenir sa jument au galop, mais c'est un terrain difficile, même pour une mentir aussi incroyable que la tienne. Je dirais qu'elle n'a pas plus de 5 ou 6 000 d'avance sur nous. Et les traces indiquent donc bien qu'elle poursuit sa route à travers les lacs, marmonna Skellen. Vilgefortz avait raison, et moi qui ne le croyais pas.
Moi non plus, je ne le croyais pas, reconnut Bonnard. Mais j'ai changé d'avis hier, quand les manants ont confirmé qu'il y avait effectivement une construction magique près du lac Tarn-Mira. Les chevaux s'ébrouaient, soufflant par leurs naseaux. Shao-Yuan jeta un regard par-dessus son épaule gauche, en direction de Johanna Selborn. Depuis quelques jours, il n'aimait pas l'expression du visage de la télépathe. « Je devins nerveux, se dit-il. Cette poursuite nous a tous épuisés, physiquement et psychiquement. Il est temps d'en finir. Il est plus que temps. » Un frisson le parcourut. Il se souvint du rêve qu'il avait fait la nuit précédente. « C'est bon, » se reprit-il. « Trêve de méditation. À cheval !» Boreasmund se laissa glisser à bas de son cheval pour observer les traces. Ce n'était pas évident. La terre formait des mottes poudreuses, la neige, rapidement balayée par le vent, ne tenait que dans les sillons et les crevasses. Boreas y recherchait les empreintes des sabots de la jument Morel. Il devait être attentif aux moindres détails s'il ne voulait pas perdre la piste, surtout à présent que la voix en provenance de la boîte magique en argent s'était tue, cessant de prodiguer ses conseils et ses indications. Il était totalement épuisé, inquiet aussi. Cela faisait près de 3 semaines qu'il poursuivait la jeune fille. Depuis Saovin, depuis le massacre de Dundar. Près de 3 semaines à cheval, toujours sur la route, et ni la jument Morel ni la jeune fille qui la chevauchait n'avaient ralenti la cadence. Boreasmund examinait les traces. Il ne pouvait s'empêcher de penser au rêve qu'il avait fait la nuit précédente. Dans ce rêve, il se voyait en train de couler, de se noyer. Les sombres abysses se refermaient sur lui, et il était entraîné vers le fond, l'eau glacée pénétrant dans sa gorge et ses poumons. Il s'était réveillé trempé de sueur, alors qu'un froid de canard régnait aux alentours. « Ça suffit !» s'était-il dit en glissant de sa selle pour observer les traces. « Il est grand temps d'en finir. » « Maître, vous m'entendez, maître ?» Le xénovoire restait silencieux. Rian s'haussa les épaules avec humeur, souffla sur ses doigts engourdis. Le froid mordait son cou et ses épaules. Il avait mal aux reins et chaque mouvement un peu brusque du cheval accentuait ses douleurs. Il n'avait même plus la force de jurer. Près de 3 semaines en selle, engagé dans une poursuite incessante, dans une froidure pénétrante. D'ailleurs, depuis plusieurs jours, il gèle à pierre fendre. Et Vilgefortz, qui garde le silence, nous aussi nous gardons le silence, en nous observant en chien de faïence. Rian se frictionna les mains, il tira ses gants. Quand Skellen m'observe, se dit-il, il a un regard étrange. Serait-il en train de comploter? Il s'est mis d'accord avec Vilgefortz un peu trop facilement à mon goût. Et cette brigade, ces mercenaires lui sont fidèles. Ils exécutent ses ordres. Quand nous aurons attrapé la fille, il pourra bien ne pas tenir compte de l'accord et la tuer, ou bien l'amener à ses comploteurs pour mener à bien ses projets insensés de démocratie et de gouvernement citoyen. Mais peut-être ne pense-t-il plus à toutes ces conspirations? Peut-être ce conformiste, cet opportuniste songe-t-il à présent à livrer la jeune fille à l'empereur émir? Il me regarde étrangement. Shao-Yuan et toute sa fameuse bande, cette Kenna Selborn, et Bonnard est un sadique imprévisible. Lorsqu'il parle de Ciri, sa voix tremble de fureur. Il serait prêt à torturer à mort la jeune fille, ou bien à l'enlever pour l'obliger à se battre dans des arènes. Il l'a déjà fait, donc c'est pas... ça va, on connaît. Quant à l'accord avec Vilgefortz, il n'en a cure, surtout maintenant que Vilgefortz... Il sortit le xénovoix de son manteau. « Maître, vous m'entendez? C'est Riance. » L'appareil restait silencieux. Riance n'avait même plus la force de pester. Vilgefortz ne parle plus. Skellen et Bonnard ont conclu un pacte avec lui. Mais dans un jour ou deux, quand nous aurons attrapé la jeune fille, il se pourrait bien qu'il n'y ait plus de pacte, et que je reçoive un coup de couteau dans la gorge, ou que ces traîtres m'emmènent pieds et pieds loués à Nilfgaard comme preuve de la loyauté de Shao-Yuan. Quelle poisse! Vilgefortz ne parle plus, il ne donne pas de conseils, il n'indique pas le chemin, il ne lève pas les doutes de sa voix tranquille qui vous touche au tréfonds de votre âme. Il se tait. Le xénovoix a un problème. Peut-être à cause de ce froid, ou peut-être Skellen a-t-il raison, peut-être Vilgefortz est-il réellement occupé à autre chose, et ne se soucie-t-il guère de nous et de notre sort?
Par tous les diables, je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. Si je m'en étais douté, je ne me serais pas lancé tête baissée dans cette mission. Je serais allé tuer le sorceleur à la place de Chiru. Sacrebleu, moi je me gèle ici, alors que Chiru est sûrement en train de se chauffer au soleil. Dire que c'est moi qui ai insisté pour qu'on confie Ciri et qu'on charge Chiru de s'occuper du sorceleur. J'en ai fait la demande moi-même, naguère au début du mois de septembre, lorsque Yennefer est tombé entre nos mains. Le monde autour d'elle, jusque-là sombre masse irréelle, molle et gluante comme la boue, se transforma à vue d'œil, des surfaces et des contours précis apparurent. Le monde s'éclaircit, se matérialisa. Yennefer ouvrit les yeux. Elle était parcourue de tremblements convulsifs. Elle se trouvait allongée sur des pierres, au milieu de cadavres et de planches goudronnées, coincée sous les restes de gréement du drakkar Alcyone. Elle vit des pieds près d'elle, chaussés de grosses chaussures, celle-là même qui l'avait rouée de coups pour la faire revenir à elle. « Lève-toi, sorcière !» Un nouveau coup de pied, puis une violente douleur qui irradiait jusqu'à la racine de ses dents. Elle vit un visage se pencher au-dessus d'elle. « Lève-toi, j'ai dit, debout. Tu me reconnais ?» Elle clignait des yeux. Elle le reconnut. C'était l'homme qu'elle avait autrefois brûlé, alors qu'il se sauvait par un portail magique. Rience. Ah, coup dur. Nous allons régler nos comptes, lui promit-il, tous nos comptes traînés. Je t'apprendrai la douleur. De ses propres mains et de ses propres doigts, je t'apprendrai la douleur. Elle se tendit, serra et déplia sa main, prête à jeter un sort, et fut aussitôt prise d'une quinte de toux. Elle se recroquevilla, manquant de s'étouffer, elle tremblait. Rience se mit à ricaner. « Et alors, ça ne donne rien ?» l'entendit d'elle dire. « Tu n'as même pas une once de pouvoir. Tu ne pourras pas te muser à Vilgefortz avec tes sortilèges. Il t'a vidé jusqu'à la dernière goutte, comme on presse le fromage pour en extraire le petit lait. Tu ne serais même pas capable de... » Il n'acheva pas sa phrase. Yennefer, qui avait sorti un stylet d'un fourreau fixé sous sa cuisse, s'élança en avant tel un chat et donna un coup à l'aveuglette. Elle n'atteignit pas son but, la lame ne fit qu'effleurer la cible, arrachant au passage un bout de tissu de son pantalon. Rience fit un bond sur le côté et une culbute. Aussitôt, une volée de coups de poing et de coups de pied s'abattit sur la magicienne. Elle hurla lorsque Rience, tout en piétinant le poignard, lui écrasa la main sous sa grosse chaussure. De son autre pied, il la cogna au bas-ventre. Yennefer se ramassa sur elle-même, le souffle coupé. Elle fut soulevée de terre, ses bras tirés en arrière. Elle vit un poing se précipiter dans sa direction, et des couleurs si rares étincelèrent brusquement devant ses yeux. Elle avait l'impression que son visage allait exploser sous l'effet de la douleur, qui descendait vers son ventre, son périnée, se répandant dans son corps et lui donnant l'impression que ses genoux n'étaient plus faits que de gelée liquide. Elle s'effondra dans les bras qui la maintenaient. Quelqu'un la saisit par les cheveux et il lui tira la tête en arrière. Elle reçut un autre coup, dans l'œil, et de nouveau tout disparut dans un éclair aveuglant. Pourtant, elle n'avait pas perdu connaissance. Elle ressentait absolument tout, chaque coup qu'elle recevait. Des coups puissants, cruels, qui n'étaient pas seulement destinés à faire mal, mais qui devaient aussi la briser, lui ôter toute énergie et toute envie de résister. Elle sentait que plusieurs mains la maintenaient dans un étau de fer, pendant que quelqu'un la battait. Sympa l'ambiance, j'espère que ça vous plaît. Elle aurait voulu s'évanouir, mais elle ne pouvait pas. Elle sentait les coups. Elle entendit soudain une voix au loin. « Assez! Es-tu devenue fou, Rience? Vous voulez la tuer? J'ai besoin d'elle vivante. » Oh, bah on est d'accord, c'est quand même un peu creepy comme ambiance. Enfin, creepy. En mode bon, super, génial. Je lui ai promis, maître. Yennefer perçut une ombre mouvante devant elle, qui prit progressivement les traits et le visage de Rience. Je lui ai promis de me venger, de mes propres mains. Peu importe ce que tu lui as promis, je le répète, j'ai besoin d'elle vivante. Elle doit être en mesure de parler distinctement. Les magiciennes sont comme des chats, bouffa celui qui la tenait par les cheveux. Elle ne meurt pas si facilement. Ne fais pas le malin, Chiru. Je vous ai dit d'arrêter les coups. Soulevez-la. Comment vas-tu, Yennefer ?
La magicienne cracha du sang et releva la tête. Elle avait le visage boursouflé, elle ne le reconnut pas immédiatement. Il portait une espèce de masque qui cachait toute la partie gauche de son visage, mais elle savait pertinemment qui c'était. « Va au diable, Wigglesworth » balbutia-t-elle en passant délicatement sa langue sur ses dents de devant et sa lèvre blessée. « As-tu apprécié mon sortilège ? As-tu aimé la façon dont j'étais soulevé au-dessus de la mer en même temps que ton bateau ? As-tu apprécié le voyage ? Quelle formule as-tu utilisée pour survivre à la chute ? Va au diable. Arrachez-lui l'étoile qu'elle a autour du cou et emmenez-la au laboratoire. Ne perdons pas de temps. » On la traîna, on la tira, on la porta aussi, vers une plaine rocailleuse où reposaient les débris de la cyclone, et de nombreuses autres épaves dont les coques aux nervures saillantes faisaient penser à des squelettes de monstres marins. Crash avait raison, songea Yennefer, la disparition des bateaux et de leur équipage dans les abysses de Sedna n'avait rien à voir avec une catastrophe naturelle. Par les dieux, Pavetta et Duny. Dans le lointain, par-delà la plaine, les cimes des montagnes se dressaient dans le ciel nuageux. Puis il y eut des murs, des portes, des galeries, des pavements, des escaliers. Tout était anormalement grand, un peu étrange, et trop dénoué de détails pour qu'elle puisse deviner où elle se trouvait, où l'avait envoyé le sortilège. Son visage était gonflé, ce qui rendait les choses difficiles, mais elle pouvait compter sur son odorat, le seul de ses sens à lui fournir des informations. Elle reconnut instantanément l'odeur du formol, de l'éther, de l'alcool et de la magie, les odeurs typiques d'un laboratoire. On la fit brutalement asseoir sur un siège métallique. Des anneaux froids et étroits se refermèrent violemment sur ses poignets et ses chevilles. Avant que les mâchoires métalliques de l'étau serrent ses tempes et immobilisent sa tête, elle parvint à balayer du regard la vaste salle éclairée d'une lumière criarde. Elle vit un autre fauteuil, une construction métal très étrange installée sur une estrade en bois. « Absolument !» C'était la voix de Wigglesworth qui se tenait derrière elle. « Ce fauteuil est destiné à ta Ciri. Il l'attend depuis longtemps déjà. Il n'en peut plus d'attendre. Et moi non plus. » Elle l'entendait qui était tout proche à présent. Elle pouvait même sentir son souffle. Il lui plantait des aiguilles dans le crâne, fixait quelque chose au pavillon de ses oreilles. Puis, il se posta devant elle et ôta son masque. Yennefer poussa un soupir involontaire. « C'est là l'œuvre de ta Ciri, » dit-il en dessinant son visage. D'une beauté autrefois classique, il était à présent horriblement défiguré, sillonné d'agrafes dorées et de vis qui maintenaient un cristal multifacette dans son orbite gauche. J'ai essayé de l'attraper quand elle a franchi le portail de la tour de la mouette, expliqua tranquillement le magicien. Je voulais lui sauver la vie, certain que le portail la tuerait. J'étais naïf. Elle est passée sans problème, librant une force telle que le portail a éclaté et m'a explosé la figure. J'ai perdu un œil et ma joue gauche a été arrachée, ainsi que la peau d'une bonne partie de mon visage, de mon cou et de ma poitrine. C'est très désagréable, très douloureux et ça complique énormément la vie. C'est aussi bien laid, n'est-ce pas ? Ah, il aurait fallu me voir avant que je commence à me régénérer à l'aide de la magie. Si je croyais au revenant, reprit-il en lui fourrant dans le nez un tuyau de cuivre courbé, je penserais que c'est une vengeance de Lydia van Bredevoort, d'outre-tombe. Ma peau se régénère, mais lentement. C'est un processus de longue haleine, parfois capricieux. Le plus difficile, ce sont les pommettes. Quant au cristal que j'ai dans l'orbite gauche, il joue son rôle à merveille. Je dispose d'une vision tridimensionnelle, mais il n'en reste pour moi un corps étranger. Je suis parfois pris d'une rage folle tant mon œil naturel me manque. Dans ces moments-là, gagné par une fureur irrationnelle, je me jure d'attraper Ciri, de confier à Rience la tâche de lui arracher un de ses yeux verts, avec les doigts, de ses propres doigts, comme il a coutume de dire. Tu restes silencieux, Yennefer. Sais-tu seulement que j'ai une affreuse envie de t'arracher un œil à toi aussi, ou même les deux yeux ? Il lui plantait de grosses aiguilles dans les veines de la main. Quand il n'y parvenait pas, il les enfonçait jusqu'à l'os. Yennefer serra les dents. Tu m'as causé du souci, tu m'as forcé à m'arracher à mon travail, tu m'as exposé au risque en précipitant ce bateau vers les abysses de Stedna sous ma fameuse pompe. Notre bref duel a fait grand bruit, et des échos ont pu parvenir jusqu'à des oreilles indiscrètes et indésirables.
Mais je n'ai pas pu résister. La pensée de t'avoir ici, de pouvoir te relier à mon scanner était trop tentante. Car tu n'imagines tout de même pas, dit-il en plantant une nouvelle aiguille, que je me suis laissé avoir par ta provocation, que j'ai avalé tes couleuvres. Si c'est ce que tu penses, tu confonds le ciel avec les étoiles qui se reflètent la nuit à la surface de l'étang. Tu étais à ma recherche, moi à la tienne. En voguant vers les abysses, tu m'as tout bonnement simplifié la vie. Parce que, vois-tu, même à l'aide de cet appareil que voici, qui n'a pas son égal, je ne peux scanner Ciri tout seul. La jeune fille a des mécanismes de défense innés, une aura anti-magique propre, puissante et substitutive, qui n'est autre que le sang ancien, en fin de compte. Mes super scanners devraient pouvoir la retrouver malgré tout. Mais ils n'y arrivent pas. Yennefer était à présent entortillée dans de petits fils argentés et cuivrés, encerclés dans un échafaudage de petits tuyaux en argent et en porcelaine. Sur les supports fixés au fauteuil, vacillaient des récipients en verre contenant des liquides incolores. Je me suis donc dit, reprit Vilgefortz en lui fichant dans le nez un second tube, en verre cette fois, que le seul moyen de scanner Ciri était d'utiliser une sonde empathique. Mais pour cela, j'avais tout de même besoin de quelqu'un qui aurait, avec la jeune fille, un lien émotionnel suffisant et qui aurait élaboré une matrice empathique, un algorithme de sentiments et de la sympathie réciproque, pour employer une tournure néologique. J'ai pensé au sorceleur, mais il a disparu. En outre, les sorceleurs sont de très piètres médiums. J'avais l'intention de faire enlever Triss Merigold, notre 14e du Mont Soden. Puis je me suis interrogé, ne fallait-il pas faire venir Nenneke d'Elender? Mais lorsque j'ai découvert que toi, Yennefer de Wengerberg, tu te précipitais tout droit dans mes bras, vraiment, je ne pouvais espérer meilleure prise. Relié à l'appareillage, tu vas scanner Ciri pour moi. L'opération exige, il est vrai, une coopération de ta part, mais tu le sais, il existe des moyens pour contraindre un esprit récalcitrant à la coopération. Certes, poursuivit-il en s'essuyant les mains, tu as droit à quelques explications. Plusieurs questions doivent te brûler la langue. Par exemple, de quelle façon ai-je entendu parler du sang ancien, de la prophétie de Lara Dorren? Quel est ce gène exactement? Comment se fait-il que Ciri en soit dotée? Qui le lui a transmis? De quelle manière vais-je le récupérer? Et à quelle fin l'utiliserai-je? Comment fonctionne la pompe des abysses? Qui m'a-t-elle permis d'aspirer? Qu'ai-je fait de ces personnes et pourquoi? Cela fait beaucoup de questions, n'est-ce pas? C'en est même dommage que nous ne disposions pas d'assez de temps pour que je puisse tout te raconter, tout expliquer. Bah, certaines choses, j'en suis persuadé, t'étonneraient, Yennefer. Mais, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas le temps. Les élixirs commencent à agir. Il est temps que tu te concentres. La magicienne serra les dents, étouffant un cri déchirant qui montait de plus en plus profond de ses entrailles. « Je sais, dit Vilgefortz en hochant la tête. » Il approcha un grand mégascope professionnel, un écran et une énorme boule de cristal posée sur un trépied, emmatouillée de fils d'argent. « Je sais, c'est très désagréable et très douloureux. Plus vite tu parviendras à scanner Ciri, moins longtemps cela durera. Allez Yennefer, je vais voir Ciri ici, sur cet écran. Je vais voir où elle est, avec qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle mange, où elle dort et avec qui. » Yennefer poussa un cri de désespoir, strident, sauvage. « Ça fait mal, devina Vilgefortz, en rivant sur elle son œil vivant et son cristal mort. Bien sûr que ça fait mal. Scanne, Yennefer, ne t'entête pas, ne joue pas les héroïnes. Tu sais bien qu'il est impossible de résister à cette douleur. Les conséquences de ton obstination pourraient être funestes. Il pourrait y avoir effusion de sang, tu risques de devenir paraplégique ou même carrément de te transformer en légume. Scanne. » Elle serra les mâchoires si fort que ses dents grincèrent. « Allons, Yennefer, dit le magicien d'une voix douce. Ne serait-ce que par curiosité. Tu es sans doute curieuse de savoir comment s'en sort ta pupille, n'est-ce pas? Peut-être qu'un danger la menace? Peut-être a-t-elle besoin d'aide? Tu sais pourtant que nombreux sont ceux qui lui veulent du mal et lui souhaitent sa mort. Scanne. Lorsque je saurai où se trouve Ciri, je la tirerai ici. Elle sera en sécurité. Ici, personne ne la trouvera. Personne. » Il avait pris une voix de velours, chaleureuse.
Scan, Yennefer, scan, je t'en prie. Je ne prendrai à Ciri que ce dont j'ai besoin. Et ensuite, je vous rendrai la liberté à tous les deux. Je t'en donne ma parole. Yennefer serra les dents plus fort encore. Un filet de sang coula sur son menton. Vilgefortz se leva brusquement, fit un geste de la main. Rience! Yennefer sentit qu'on mettait un appareil autour de sa main et de ses doigts. Parfait. Parfois, dit Vilgefortz en se penchant sur elle, là où échoue la magie, les élixirs et les narcotiques, la bonne vieille torture classique donne d'excellents résultats, surtout sur les esprits récalcitrants. Ne m'oblige pas à y recourir. Scan. Va au diable, Vilgefortz. Serre la vis, Rience, lentement. Vilgefortz jeta un coup d'œil sur le corps inerte qui gisait sur le sol près de l'escalier menant au souterrain. Puis, il releva la tête en direction de Rience et de Chiru. Il existe toujours un risque, dit-il, que l'un de vous tombe entre les mains de mes ennemis et soit interrogé. J'aimerais croire que vous ferez montre alors d'autant de force, d'âme et de courage. Oui, j'aimerais le croire. Mais je n'y crois pas. Rience et Chiru ne pipèrent mot. Vilgefortz déclencha de nouveau le mégascope, puis il éclaira sur l'écran l'image générée par l'énorme cristal. C'est tout ce qu'elle a scanné, expliqua-t-il en désignant l'écran. Moi je voulais Ciri là, elle m'a donné le sorceleur. Curieux. Elle n'a pas permis qu'on lui vole la matrice empathique de la jeune fille, mais elle a craqué sur Gérald, alors que je ne soupçonnais rien de ses sentiments pour lui. Bon, contentons-nous pour l'instant de ce que nous avons. Le sorceleur, Cahir Epkelek, le barde de Jasquier, et une femme. Voyons, lequel de vous deux va se charger de ce problème? Qui souhaite régler le sort du sorceleur une bonne fois pour toutes? Et c'est donc que ce sera Chiru du coup. Dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Cahir Epkelek, notre personnage étrange. Chiru s'était porté volontaire, se souvint Rience en se redressant sur ses étriers pour soulager un peu ses fesses meurtries par la selle. Il s'est proposé pour tuer le sorceleur. Il connaissait l'endroit où Yennefer avait scanné Gérald et sa compagnie. Il y avait de la famille. Quant à moi, Vilgefortz m'a envoyé négocier avec Vati de Rideau, puis il m'a chargé de suivre Skellen et Bonnard. Et moi, pauvre imbécile, je me réjouissais alors, certain d'avoir écopé d'une mission bien plus facile et plus agréable, et dont je pensais m'acquitter rapidement, sans la moindre difficulté, et même avec plaisir. Si les manants n'ont pas menti, ce lac doit se trouver derrière cette colline, dans la vallée. C'est aussi là que mène la piste, confirma Boreasmund. Qu'est-ce qu'on attend alors? Rience frotta son oreille gelée. Et prenons les chevaux, et en route. Pas si vite, le tempéra Bonnard. Mieux vaut nous séparer, et faire le tour de la vallée. Nous ne savons pas de quel côté du lac elle est partie. Si nous choisissons la mauvaise direction, il peut se révéler soudain que le lac nous éloigne d'elle. C'est absolument vrai par ma foi, acquiesça Boreas. Les lacs sont gelés. Il n'est pas certain que la couche de glace supporte le poids des chevaux. Bonnard a raison, il faut nous séparer. Skellen donna ses ordres rapidement. Le groupe mené par Bonnard, Rience et Ola Arsheim, qui comptait au total 7 chevaux, galopa le long de la rivière Est, disparaissant rapidement dans la forêt noire. Bon, ordonna Skellen, on y va, signifiant. Il s'aperçut rapidement, immédiatement, que quelque chose n'allait pas. Il fit faire demi-tour à son cheval, lui donna un coup de nagaika et se dirigea vers Johanna Selborn. Kenna écarta sa monture, elle avait un visage de pierre. Ça ne sert à rien, monsieur le coroner, dit-elle d'une voix rauque. N'essayez même pas, nous n'irons pas avec vous, nous rentrons, nous en avons assez de tout ça. Nous hurla Dacre signifiant. Qui ça, nous? Qu'est-ce que ceci? Une rébellion? Skellen se pencha sur sa selle, cracha sur la terre gelée.
Andrés Vierny et Till Eshrad, l'elfe aux cheveux clairs, se placèrent derrière Kenna. « Madame Selborne, dit Shao-Yuan en incitant sur chaque syllabe d'un air fielleux. Vous êtes non seulement en train de gâcher une carrière qui s'annonçait brillante et prometteuse, et de gaspiller la chance de votre vie en la réduisant à néant, mais surtout, vous vous condamnez à être livré au bourreau, en même temps que ces imbéciles qui vous ont écouté. Ce qui est écrit, répliqua Kenna avec philosophie. Mais inutile de nous effrayer avec votre bourreau, monsieur le coroner. Qui sait lequel d'entre nous verra l'échafaud le premier? Qu'est-ce que tu penses? Lança Shao-Yuan, un éclair dans les yeux. C'est ce dont tu t'es convaincu en écoutant sournoisement les pensées d'autrui? Je t'imaginais plus maligne. Mais tu es d'une stupidité ordinaire, femme. Avec moi, on gagne toujours. Contre moi, on perd toujours. Souviens-t'en. Tu as beau déjà m'estimer perdu, je suis encore capable de t'envoyer à l'échafaud. Vous entendez, vous tous? J'ordonnerai qu'on vous arrache la peau des os au fer rouge. Vous avez choisi votre route, dit doucement Till Eshrad, et nous la nôtre. Les deux sont incertaines et risquées, et personne ne sait ce que le destin réserve à chacun de nous. Nous ne serons pas vos chiens de chasse, monsieur Skellen, lança fièrement Kenna en relevant la tête, et nous ne permettrons pas qu'on nous abatte au final comme des chiens, comme vous l'avez fait avec Neratin Seka. Allez, assez parlé, nous rentrons. Boreas vient avec nous. Non, refusa le pisteur en tournant la tête et en s'essuant le front avec son bonnet de fourrure. Prenez soin de vous, je ne vous veux pas de mal, mais je reste, c'est mon devoir. J'ai prêté serment. À qui? Demanda Kenna en fronçant les sourcils. À l'empereur ou à Shao-Yuan, ou peut-être au magicien qui parle dans sa boîte. Je suis un soldat, c'est mon devoir. Attendez, attendez, s'écria du fils Écriel en surgissant derrière d'âcres signifiants. Je viens avec vous, moi aussi j'en ai marre de tout ça. Cette nuit, j'ai rêvé de ma propre mort. J'ai pas envie de crever pour cette sale histoire louche. Traître! Hurla Dacre en devenant rouge comme une cerise. On aurait dit que du sang noir allait jaillir sur son visage. Renégat, chien galeux. Ferme ton clapet. Shao-Yuan avait toujours les yeux rivés sur Kenna, et son regard était aussi terrifiant que celui de l'oiseau de proie dont il avait pris le nom. Ils ont choisi leur route, tu les as entendus. Il est inutile de crier et de gaspiller ta salive. Mais nous nous reverrons un jour, je vous le promets. Peut-être bien sur le même échafaud, répliqua Kenna sans amertume, parce que ce n'est pas avec ces messieurs, les principions, qu'on vous condamnera, Skellen, mais bien avec nous, les goujats. Et vous avez raison, ne gaspillons pas notre salive. On y va. Adieu, Boreas. Adieu, monsieur Silifiant. Daré cracha par-dessus les oreilles de son cheval. « Est-ce que je viens de rapporter, tribunal suprême ?» déclara Johanna Selborne. « Je n'ai rien à ajouter. » Elle releva fièrement la tête en écartant de son front une mèche sombre. Le président du tribunal la regardait de haut. Il avait un visage indéchiffrable, des yeux gris, et... bon. Bah, songea Kenna. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? C'est qui tout double. Qui ne risque rien. Je ne vais pas pourrir dans une citadelle à attendre la mort. Shao-Yuan n'avait pas lancé des paroles en l'air. Il est prêt à se venger, même dans l'autre monde. Allez, je me lance. Peut-être qu'ils ne se rendront compte de rien, qu'ils ne risquent rien. Elle porta sa main à son nez, comme pour l'essuyer. Elle regarda le président du tribunal droit dans les yeux. « Garde !» dit le président du tribunal. « Je vous prie de bien vouloir accompagner Johanna Selborne au... » Il s'interrompit, tout sauta. Son front se couvrit soudain de sueur. « Au greffe !» acheva-t-il en reniflant fortement. « Faites-lui remplir les papiers nécessaires et libérez-la. Le témoin Selborne n'est plus utile au tribunal. » Kenna essuya discrètement les gouttes de sang qui avaient coulé de son nez. Elle sourit d'un air charmant et remercia le juge d'un léger salut. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup critique sur les pouvoirs d'influence mentale qui ont été réussis par Johanna Selborne ici? Ça y ressemble pas mal quand même, hein. Alors attendez. Donc je prends de l'eau.
Ils ont déserté, répéta Bonnard incrédule. Les autres ont déserté, ils sont partis, comme ça. Et toi, Skellen, tu les as laissés faire. S'ils nous balancent, commença Riance, mais Chat-Huant l'interrompit aussitôt. Ils ne nous balanceront pas, car ils tiennent à leur peau. Et du reste, que pouvais-je faire? Après que Kriel les eut rejoints, je n'avais plus avec moi que Berthe et Mune. Eux étaient 4. 4, dit Bonnard d'une voix sinistre, ce n'est rien du tout. Dès que nous aurons rattrapé la jeune fille, j'irai à leur poursuite et j'en ferai de leur nourriture pour les corneilles, au nom de certains principes. Rattrapons-la d'abord, interrompit Chat-Huant en tapant la croupe de son cheval avec sa nagaïka. Boréas, observe les traces. La colline était nimbée d'un épais brouillard, mais il savait qu'un lac se trouvait en bas, car ici, à Miltrashta, il y avait un lac dans chaque vallée. Celui vers lequel menaient les traces des sabots de la jument Morel était en revanche sans conteste celui qu'ils cherchaient, celui que Vilgefortz leur avait demandé de trouver, qu'il leur avait décrit avec précision, et dont il leur avait donné nom. Tarn Mira. Le lac était étroit, pas plus large qu'une portée de flèche, lové en une demi-lune entre de hauts versants escarpés, couverts de sapinières, et joliment parsemés d'une poudre neigeuse. Le silence qui régnait sur les versants était si absolu qu'il en devenait assourdissant. Même les corneilles, dont le coassement funeste les avait accompagnés durant plusieurs jours, s'étaient tus. On était à la limite sud, affirma Bonnard. Si le magicien ne s'est pas fichu de nous, et s'il n'a pas embrouillé l'affaire, la tour magique doit se trouver à la limite nord. Surveille les traces, Boréas. Si nous perdons la piste, le lac va nous séparer d'elle. Les traces sont claires, s'écria Boréas Mune d'en bas, et fraîches. Elles mènent au lac. En route, Skellen maîtrisa sa monture qui s'écartait vers le ravin. On y va. Ils descendirent la pente prudemment en retenant les chevaux qui renaclaient. Ils fendirent les buissons, noirs, dénudés, figés par le givre qui bloquait l'accès à la rive. Le quai de Bonnard posa prudemment un sabot sur la glace. Celle-ci crépita, puis se fendilla sur le cheval en une enfilade de longues flèches étoilées. En arrière! Bonnard tira sur les rênes, ramena vers la berge sa monture qui s'ébrouait. Pied à terre! La couche de glace est trop fine. Seulement près du bord, dans la jonchée, estima Dacre Silifiant en frappant de son talon la carapace de glace. Même ici, elle fait au moins 1,5 pouce d'épaisseur. Elle supportera un cheval sans problème. Y a pas à avoir peur. Ces paroles furent couvertes par un juron et un hennissement. Le gris de Skellen avait dérapé. Il se retrouva sur la croupe, ses jambes se dérobant sous lui. Skellen lui donna un coup d'éperon, poussa un nouveau juron, accompagné cette fois du grincement sec de la glace qui craquait. Le gris agita violemment ses jambes antérieures pour tenter de se relever, tandis que de ses membres postérieurs, il effritait la plaque de glace, battant l'eau sombre qui jaillissait sous elle. Chat-Huant sauta à terre, secoua les rênes, mais il glissa et s'étala de tout son long, évitant par miracle de se retrouver sous les fers de sa propre monture. Deux Gémeriens, déjà descendus de cheval, l'aidèrent à se relever. Ola Arsheim et Bert Brigden ramenèrent le cheval sur la berge. « Pied à terre, les gars !» répéta Bonnard, les yeux plongés dans la brume qui envahissait le lac. « On ne va pas prendre de risques. Nous rattraperons la fille à pied. Elle est descendue de cheval elle aussi. Elle progresse à pied, à présent. » « C'est absolument vrai, par ma foi, » confirma Boréas Mune en désignant le lac. « Ça se voit bien. » Tout au bord du lac, sous l'arche des feuillages, la couche de glace était lisse et à demi transparente, comme le verre sombre d'une bouteille. On voyait aussi au travers les joncs et les plantes aquatiques brunâtres. Mais plus loin, vers le centre, une fine couche de neige poudreuse recouvrait la surface du lac. Et sur cette couche, aussi loin que le permettait la brume, on distinguait clairement des traces de pas. « On la tient !» s'enflamma Riance en lançant les rênes de son cheval sur une branche. Finalement, elle n'est pas aussi maligne qu'elle le paraissait. Elle a choisi de passer par le milieu du lac. Si elle avait préféré marcher le long d'une berge, ou si elle avait pris par la forêt, il n'aurait pas été aisé de la suivre. Par le milieu du lac, répéta Bonnard perplexe.
C'est justement en suivant cette direction qu'on arrive le plus rapidement et le plus facilement vers cette tour prétendument magique dont a parlé Wigglefort. Elle le sait, Mun? Combien d'avance a-t-elle sur nous? Boreas Mun, qui était déjà sur le lac, s'agenouilla près de l'empreinte de la chaussure. Il se pencha, bien bas, observa. Une demi-heure, estima-t-il, pas plus. Le temps s'est radouci et la trace n'a pas été effacée. Chaque clou de la semelle est bien visible. Le lac s'étend sur plus de 5000 vers le nord, marmonna Bonnard en tentant vainement de voir à travers la brume. C'est ce qu'a dit Wigglefort. Si la jeune fille a une demi-heure d'avance, elle est environ 1000 devant nous. En avançant sur la glace, demanda Mun en secouant la tête. Non. Seuls 6 altés. 7 à la rigueur nous séparent d'elle. Voilà qui est encore mieux. En avant! En avant! Répéta Shahuan. Sur la glace, tout le monde, allez! Ils défilaient en soufflant. La proximité de la poêle les excitait, les emplissait d'euphorie, comme un narcotique. Elle ne nous échappera pas, pourvu qu'on ne perde pas sa trace, et pourvu qu'elle ne nous ait pas joué un sale tour à sa façon avec ce brouillard. L'air est blanc comme du lait, on n'y voit pas à 20 pas. Quelle poisse! On dirait des éclopés, hurla Riance. Plus vite, plus vite! Tant qu'il y a de la neige sur la glace, nous suivons les traces. Les traces sont fraîches, marmonna soudain Boreas Mun en s'arrêtant et en se penchant. Toutes fraîches. On distingue encore chaque clou sur l'empreinte. Elle est juste devant nous. Pourquoi ne la voit-on pas? Et pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas? S'interrogea Ole Arsheim. Nos pas résonnent sur la glace, la neige crisse. Comment se fait-elle qu'on ne l'entende pas? Parce que vous n'arrêtez pas de jacasser, les interrompit brutalement Riance. Allez, remettez-vous en route. Boreas Mun enleva son bonnet et s'en servit pour effiler son front, trempé de sueur. Elle est là, dans le brouillard, dit-il à voix basse. Là, quelque part, mais pas moyen de savoir où. Pas moyen de savoir par où elle va attaquer. Comme là-bas, à Dindar, la nuit de Saovin. D'une main tremblante, il entreprit de sortir son épée de son fourreau. Shahuan bondit jusqu'à lui, le saisit par les épaules, le secoua violemment. « Ferme-la, vieil imbécile, souffla-t-il. Mais il était trop tard. Il avait transmis sa peur aux autres. Eux aussi dégainèrent leur épée, chacun se plaçant d'instinct, de manière à avoir un camarade derrière lui. Ce n'est pas un fantôme, beugla Riance d'une voix forte. Ce n'est même pas une magicienne, et nous sommes 10. À Dindar, ils étaient 4, et sous par-dessus le marché. Séparez-vous, ordonna soudain Bonnard, la moitié à droite, la moitié à gauche, et avancez en ligne, mais veillez à ne pas vous perdre de vue les uns les autres. Toi aussi, fit Riance en grimaçant, toi aussi Bonnard, tu étais contaminé. Je te prenais pour quelqu'un de moins superstitieux. Le chasseur de primes l'observa d'un regard plus glacial encore que la glace elle-même. Déployez-vous en ligne, répéta-t-il, ignorant les magiciens. Maintenez les distances, moi, je retourne chercher mon cheval. Quoi? Une fois de plus, Bonnard n'aura pas le magicien d'une réponse. Riance jura, mais Shahuan lui posa rapidement une main sur l'épaule. Laisse qu'il s'en aille. Quant à nous, ne perdons pas de temps. En ligne. Berthe et Stigwart à gauche. Ola, à droite. À quoi ça sert, Skellen? La glace pourrait se briser sous notre poids si nous restons en formation serrée, marmotta Boreas Mun. En avançant en ligne, on limite les risques de rupture de glace, et on multiplie nos chances de repérer la jeune fille au cas où elle se faufilerait sur le côté, par l'une ou l'autre des rives. Sur le côté, pour Riance, et comment ferait-elle? Les empreintes devant nous ne nous laissent aucun doute sur sa direction. La jeune fille avance tout droit. Si elle tentait de bifurquer ne serait-ce que d'un pas, ses pas la trahiraient. Assez de bavardage, les interrompit Shahuan, en regardant en arrière dans le brouillard où avait disparu Bonnard. En avant. Ils avancèrent. Le temps se radoucit, souffla Boreas Mun. La glace fond en surface. On voit les couches de glace inférieures. Le brouillard s'épaissit. Mais on voit toujours les traces, affirma Dacre signifiant. Et puis, j'ai l'impression que la jeune fille ralentit. Elle faiblit. Tout comme nous, fit Riance. Il arracha son bonnet de sa tête et s'en servit pour s'éventer. Silence. Signifiant s'arrêta brusquement. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Moi, je n'ai rien entendu. Moi si. Comme un crépitement, un couinement sur la glace. Mais ça ne venait pas de là, dit-il en tendant le bras vers la brume où disparaissaient les traces.
plutôt de ce côté-là, à gauche. J'ai entendu moi aussi, confirma Shaoyan en jetant autour de lui des regards nerveux. Mais ça s'est tu maintenant. Sacrebleu, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Les traces incita Riance avec lassitude. Nous voyons aujourd'hui ces traces. Nous voyons toujours ces traces. Vous ne voyez pas clair ou quoi? Elle avance droit devant. En avant, plus vite. On va la voir dans un instant. Je le jure, dans un instant, on va voir... Il n'avait pas fini sa phrase. Boreasmund poussa un soupir si profond que ses poumons gémirent. Shaoyan pesta. 10 pas devant eux, juste avant l'épais rideau de brume qui leur bouchait la vue, les traces s'arrêtaient, d'un coup. Par la peste noire! Qu'y a-t-il? Elle s'est envolée ou quoi? Non, rétorqua Boreasmund en tournant la tête. Elle ne s'est pas envolée. C'est pis que ça. Riance pesta grossièrement en montrant les sillons tracés dans la glace. Les patins, beugla-t-il en serrant inconsciemment les poings. Elle avait des patins et elle les a chaussés. Maintenant, elle va filer sur la glace comme le vent. Nous ne la rattraperons pas. Où est donc passé Bonhart? Que la peste soit sur lui. Nous ne rattraperons pas la fille sans les chevaux. Boreasmund renifla bruyamment, poussa de nouveau un soupir. Skellen déboutonna lentement sa pelisse, découvrant un baudrier rempli d'orions placé en travers de la poitrine. Nous n'aurons pas besoin de la rattraper, énonça-t-il froidement. C'est elle qui nous rattrapera. Je crains que nous ne devions pas attendre longtemps. Es-tu devenu fou? Bonhart avait deviné. C'est pour ça qu'il est retourné chercher son cheval. Il savait que la jeune fille nous attirait dans un piège. Attention, tendez l'oreille. À l'affût du crépitement des patins sur la glace. D'acres siliciants blêmis. C'était perceptible malgré ses joues rougies par le froid. Les gars, hurla-t-il, attention, soyez vigilants, et rassemblez-vous, rassemblez-vous. Ne nous perdons pas dans le brouillard. Ferme-la, beugla Shaoyan, gardez le silence, un silence absolu. Sinon, nous ne nous entendons pas. C'est le temps de passer sur la bonne playlist. Ils entendirent. En provenance de la rive droite, la plus éloignée, ils entendirent dans le brouillard un cri bref, aussitôt étouffé, et le crissement sec des patins, pareil au bruit du frottement d'un morceau de fer contre du verre, qui donnait la chair de poule. « Berthe !» hurla Shaoyan. « Berthe, que s'est-il passé là-bas » Ils entendirent une exclamation confuse et, un instant plus tard, Berthe Bridgen surgit de la brume, se sauvant en toute vitesse au risque de se rompre le cou. Alors qu'ils les avaient presque rejoints, il glissa, tomba et fila à ventre à terre sur la glace. « Elle a eu Stigwart !» cracha-t-il dans un souffle. Il se releva péniblement. « Elle l'a fauché, en pleine course. C'était rapide, je l'ai à peine vue. C'est une magicienne. » Skellen pesta. Signifiant immune, tous deux à l'épée à la main, se retournèrent, scrutant le brouillard de leurs yeux écarquillés. Les patins crissèrent, vite, en rythme, distinctement, de plus en plus distinctement. « D'où est-ce que ça vient » hurla Boreasmund. Il se retourna en faisant virevolter dans les airs la lame de son épée qu'il tenait à deux mains. « Où ?»« Silence !» s'écria Shaoyan, une étoile dans sa main tendue en l'air. « De la droite sûrement. Oui, elle arrive par la droite, attention !» Le gémérien qui avançait sur l'aile droite pesta soudain, se retourna et courut à l'aveuglette dans le brouillard, pataugeant dans la fine couche de glace fondue. Il n'alla pas bien loin, il n'eut même pas le temps de disparaître dans le brouillard. Ils entendirent le bruit sec des patins qui glissaient. Ils aperçurent une ombre mouvante, indistincte, et le scintillement d'une épée. Le gémérien hurla, ils le virent qui tombait, ils le virent les éclaboussures de sang sur la glace. Le blessé s'agitait dans tous les sens, se recroquevillait, criait, hurlait. Puis il se tut et cessa de bouger. Mais ces hurlements avaient couvert le crissement des patins qui se rapprochaient. Ils n'avaient pas prévu que la jeune fille reviendrait aussi vite. Elle surgit parmi eux, au beau milieu de leur groupe. Elle faucha Ola Arsheim en pleine course en lui portant un coup rapide sous le genou, comme un coup de canif. Elle effectua un demi-tour en faisant une pirouette, projetant sur Boreasmund une volée de petits éclats de glace pointue. Skellen s'écarta d'un bond et dérapa. Pour se rattraper, il saisit Riance par la manche et tous deux tombèrent simultanément. Les patins crissèrent juste à côté d'eux, faisant gicler des brissures glissées sur leur visage. L'un des gémériens hurla,
puis son hurlement se mouilla en un terrible coassement. Shao-Yuan savait ce que cela signifiait. Au cours de sa vie, il avait bien souvent entendu crier des personnes dont on tranchait la gorge. Ola Arsheim beuglait, vautré sur la glace. Les patins crissèrent. Le silence. Monsieur Stéphane. Ok, t'as d'acre signifiant. Monsieur Stéphane, tu es notre dernier espoir. Sauve-nous, ne nous laisse pas. Elle m'a éclopé la garce, égosilla Ola Arsheim. Aidez-moi donc, fils de... Aidez-moi à me lever. Bonnard, hurla Skellen dans le brouillard. Bonnard, à l'aide. Où es-tu, salopard? Bonnard. Elle décrit un cercle autour de nous, lâcha Boreas Mun dans un souffle, en se retournant et en prêtant l'oreille. Elle décrit un cercle dans la brume. Elle va se frapper, sans qu'on sache d'où va arriver le coup. Cette fille, c'est la mort. On va crever ici. Ça va être un massacre, comme à Dindar, la nuit de Sauvin. Restez groupés, gémit Skellen, restez groupés. Elle ne s'attaque qu'à un homme à la fois. Quand vous la verrez, approchez, gardez la tête froide, lancez vos épées, vos besaces, vos ceintures sous ses pieds. N'importe quoi pour la... Il n'avait pas achevé sa phrase. Cette fois, ils n'entendirent même pas le crissement des patins. D'acres signifiants et riance eurent la vie sauve en se jetant à plat ventre sur la glace. Boreas Mun parvint à faire un bond sur le côté. Il se glissa, se retrouva à terre, renversant Berthe Brigden au passage. Lorsque la jeune fille apparut, sans un bruit, Skellen prit son élan et lança son orion. Il toucha bien quelqu'un, mais pas la bonne personne. Ola Arsheim, qui venait tout juste de se relever, s'affala de nouveau sur la surface ensanglantée. Pris de spasmes, ses yeux grands ouverts semblant loucher sur l'étoile de fer qui sortait de la base de son nez. Le dernier des Gémeriens jeta son épée et se mit à sangloter par à coups. Skellen le rejoignit et le gifla de toutes ses forces. « Reprends-toi, gronda-t-il, reprends-toi, mon brave. Ce n'est qu'une fille, et elle est seule. » Comme à Dindar la nuit de Sauvin, dit Boreas Mun à voix basse. Ce lac gelé sera notre tombeau. Tendez l'oreille, et vous entendrez la mort qui vient vers vous. Skellen souleva l'épée du Gémerien et tenta de fourrer l'arme entre les mains de l'homme qui sanglotait. Mais en vain. Le Gémerien, parcouru de spasmes, le regardait d'un air ahuri. Shao-Yuan laissa tomber l'épée et fonça sur Riance. « Fais quelque chose, magicien !» brama-t-il en le secouant par les épaules. L'affolement décuplait ses forces. Riance, même s'il était plus grand, plus lourd et plus fort que Skellen, frétillait comme une poupée de chiffon entre ses mains. « Fais quelque chose, appelle ton puissant Vigolforts, ou bien lance un sort toi-même, prononce une formule, jette un sort, invoque les esprits, conjure les démons, fais quelque chose, n'importe quoi, espèce de microbe galeux, saligo, fais quelque chose avant que cette revenante nous abatte tous un par un. » L'écho de son cri roula le long des flancs boisés. Il avait à peine fini de résonner qu'on entendit crisser les patins. Le Gémerien, en pleurs, tomba à genoux et se cacha le visage dans les mains. Berthe Brigden se mit à hurler. Il balança son épée et prit la fuite. Il glissa, tomba à la renverse, poursuivit sa course quelques minutes à quatre pattes comme un chien. « Riance !» Le magicien poussa un juron, étendit le bras. Pendant qu'il scandait ses incantations, sa main tremblait, de même que sa voix. Mais il réussit. Pas totalement, il est vrai. Le petit éclat de feu qui jaillit de sa main sillonnait la glace, mais pas en travers, comme elle aurait dû le faire, pour barrer la route à la jeune fille qui arrivait. Elle craquela tout en longueur. La croûte de glace s'ouvrit avec fracas. De l'eau noire jaillit dans un bruit sourd. La crevasse, qui s'élargissait rapidement, fila en direction de Dacre Signifiant, qui observait la scène, ahuri. « Déportez-vous sur les côtés !» hurla Skellen. « Sauvez-vous !» Il était trop tard. La fissure se faufila entre les jambes de Signifiant et s'ouvrit brutalement. La glace se fondia tel du verre, se brisa en morceaux. Dacre perdit l'équilibre. L'eau étouffa son cri. Boreas Mun tomba dans le trou. Le Gémerien, agenouillé, disparut sous les eaux, bientôt suivi par le cadavre d'Ola Arsheim. Riance se retrouva à son tour, entraîné dans la profondeur des eaux, et tout de suite après lui Skellen, qui réussit au dernier moment à s'agripper au bord. La jeune fille apparut soudain, bondissant par-dessus la crevasse. Elle atterrit en faisant gicler au-dessous d'elle, en train de fondre la glace, et fila à la poursuite de Brigden qui s'enfuyait. Un instant plus tard,
Un cri à faire se dresser les chevaux sur la tête parvint aux oreilles de Chat-Huant, qui s'accrochait au bord d'un lac de blocs de glace. Elle l'avait rattrapé. Monsieur, gémit Boreas Mune, qui, on ne sait comment, avait réussi à remonter sur la couche de glace. Monsieur, donnez-moi ma main, monsieur le coroner. Mune hissa Skellen sur la glace. Le coroner, livide, commença à trembler violemment. Le bloc de glace se brisa sur le corps de Stylifiant, et il disparut de nouveau sous les flots. Mais il émergea aussitôt après, suffoquant, crachant, et par un effort surhumain, se hissant à son tour sur la glace. Il se traîna sur le ventre et s'affala, épuisé à l'extrême. Une flaque d'eau se forma autour de lui. Boreas gémit, il ferma les yeux. Skellen tremblait. Sauve-moi, Mune, à l'aide! Immergé jusqu'aux aisselles, Rian s'était suspendu au bord d'un bloc de glace. Ses cheveux mouillés étaient coulés sur son crâne. Ses dents claquaient comme des castagnettes, évoquant l'ouverture de quelques danses macabres infernales. Les patins crissèrent. Boreas ne bougea pas. Il attendait. Skellen tremblait. Elle arrivait, lentement. Du sang coulait de son épée, s'égouttait sur la glace. Boreas avala sa salive, bien qu'il fût trempé et glacé jusqu'aux os, il eut soudain terriblement chaud. Mais la jeune fille ne le regardait pas. Elle concentrait son attention sur Riance, qui tentait vainement de sortir de l'eau. « Aide-moi » Riance maîtrisait le claquement de ses dents. « Sauve-moi » La jeune fille freina, fit un demi-tour gracieux sur ses patins. Elle se tenait debout, les jambes légèrement écartées, son épée devant elle, la pointe vers le bas, ses deux mains sur le pommeau. « Sauve-moi, sauve-moi » gémit Riance en plantant ses doigts engourdis dans la glace. « Sauve-moi, et je te dirai où est Yennefer, je le jure » La jeune fille ôta lentement le foulard de sa figure, et elle sourit. Boreas Mune vit l'affreuse cicatrice et étouffa un cri avec peine. « Riance, dit Ciri tout sourire, je croyais que tu devais m'apprendre la douleur, tu te souviens? De tes propres mains, de tes propres doigts, ces doigts-là, ceux-là même avec lesquels tu agrippes la glace. » Riance lui répondit, mais Boreas ne comprit pas un traître mot de ce qu'il dit, car les dents du magicien claquaient si fort qu'il lui était impossible d'articuler correctement. Ciri fit demi-tour et leva son épée au-dessus de sa tête. Boreas serra les dents, convaincu qu'elle allait décapiter Riance. Mais la jeune fille se contenta de prendre de l'élan pour sa course. À sa grande surprise du pisteur, elle s'éloigna rapidement, prenant de la vitesse en faisant frénétiquement bouger ses épaules. Elle disparut dans le brouillard. Quelques secondes plus tard, le crissement régulier de ses petits patins cessa. « Sors-moi de là !» annonça Riance, le menton collé contre la glace. Il jeta ses deux mains sur la surface, tentant de s'y agripper avec ses ongles, mais ils étaient déjà tous arrachés. Il redressa ses doigts, s'efforçant d'enfoncer ses mains et ses poignets dans la glace ensanglantée. Boreas Mune le regardait, et il était certain qu'elle allait revenir. Le crissement des patins leur parvint au dernier moment. La jeune fille arrivait sur eux à une vitesse si incroyable qu'il devenait presque impossible de la suivre des yeux. Elle filait sur ses patins, le long du bloc de glace, s'élançait à présent vers l'extrême bord de l'ouverture. Riance hurla, et s'étrangla avec l'eau glacée couleur de plomb. Il disparut. Sur la glace, sur les sillons réguliers laissés par les patins, il ne restait plus que du sang. Et des doigts aussi. 8 doigts. Boreas Mune ne put s'empêcher de vomir. Bonnart galopait le long de l'escarpement côtier. Il filait à toute allure, sans considérer que la neige dissimulait peut-être des crevasses et que le cheval pourrait s'y briser les jambes à tout moment. Les branches couvertes de givre des sapins lui cinglaient le visage, lui flagellaient le dos, déversaient sur son col une poussière glacée. Il ne voyait plus le lac, la vallée tout entière, tel le chaudron bouillonnant d'un sorcier, était envahie par la brume. Mais Bonnart savait que la jeune fille était là. Il le sentait. Sous la glace,
Un banc de perches zébrées intriguées accompagnait au fond du lac un écrin en argent qui avait glissé de la poche d'un cadavre emporté dans les profondeurs des flots. L'écrin miroitait de manière fascinante. Avant qu'il touche le fond, dispersant une nuée de limons, les plus audacieuses d'entre les perches avaient même tapoté l'écrin de leur petite bouche. Mais elles s'écartèrent soudain, effrayées. L'écrin émettait des vibrations étranges, alarmantes. « Riance, Riance, tu m'entends ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne vous manifestez plus depuis 2 jours ? Je veux un rapport. Qu'en est-il de la jeune fille ? Vous n'avez pas le droit de la laisser entrer dans la tour. Tu m'entends ? Vous ne pouvez pas la laisser entrer dans la tour de l'hirondelle. Riance ! Riance répond par le diable. » Riance, bien évidemment, ne pouvait lui répondre. Oh oui, Ciri, bien d'accord avec toi, Marine. Elle les a bien défoncés. Après tout ce qu'ils lui ont fait subir. L'escarpement cédait la place à une berge plane. C'est la fin du lac, songea Bonnard. Je suis à la limite. La jeune fille est cernée. Où est-elle ? Et où est cette fichue tour ? Le rideau de brume se fendit soudain, et c'est alors qu'il la vit. Elle était là, juste sous ses yeux, juchée sur sa jument Morel. C'est une magicienne, pensa-t-il. Elle communique avec cette satanée bête. Elle l'a envoyée à l'extrémité du lac en lui ordonnant de l'y attendre. Mais de toute façon, ça ne l'aidera en rien. Je dois la tuer. Que les diables emportent Vigolfort. Mais d'abord, je ferai en sorte qu'elle me supplie de lui laisser la vie sauve. Ensuite seulement, je la tuerai. Il poussa un cri, éperonna son cheval et se lança dans un galop périlleux. Et soudain, il comprit qu'il avait perdu, qu'elle lui avait quand même joué un sale tour, à sa façon. Ciri se tenait de l'autre côté du lac. Pas plus d'une demi-altée les séparait l'un de l'autre, mais à cet endroit la couche de glace était très fine. Qui plus est, la jeune fille et sa jument se trouvaient à présent sur la corde de la demi-lune, beaucoup plus près du rivage. Bonnard pesta, il agita violemment les rênes et orienta son cheval sur la glace. « Vas-y, Kelpie !» Les sabots de la jument Morel soulevaient des mottes de terre gelées. Ciri se plaqua contre l'encoulure de son cheval. La vue de Bonnard en train de la pourchasser l'affola. Cet homme lui faisait peur. À la pensée de devoir l'affronter seule, elle sentait son estomac se nouer. Non, elle ne pouvait l'affronter. Pas encore. La tour. Seule la tour pouvait la sauver, et le portail. Comme sur Thanedd lorsque le magicien Vigolfort se trouvait juste derrière elle, tendant la main dans sa direction. Son seul salut, c'était la tour de l'hirondelle. La brume s'était levée. Ciri lâcha la bride, sentant soudain une chaleur effroyable l'envahir. Ne pouvant en croire ce qu'elle voyait, ce qu'elle avait sous les yeux. Bonnard l'avait vu lui aussi. Il poussa un hurlement de triomphe. Aucune tour ne profilait au bout du lac, ni même les ruines d'une tour. Il n'y avait tout simplement rien. À peine si l'on voyait se dessiner un monticule, simple remblai de pierres envahi de mauvaises herbes et gelées. « La voilà, ta tour magique !» beugla-t-il. « Le voilà, ton salut !» Un vulgaire tas de cailloux. La jeune fille semblait ne rien voir, ne rien entendre. Elle guida sa jument près du monticule, sur le remblai de pierre. Elle tendit les 2 bras vers le ciel, comme si, sous le coup de la déception, elle maudissait les cieux. « Je t'avais dit que tu m'appartenais !» hurla Bonnard en épernant son cheval bai. « Que je ferais de toi ce qui me plaît, que personne ne m'en empêcherait, ni homme, ni dieu, ni diable, ni démon, ni une tour maudite. Tu m'appartiens, sorceleuse !» Les sabots du cheval claquaient sur la surface gelée. La brume soudain tourbillonna, emportée par un vent surgi de nulle part. Le cheval béhennit et caracola en découvrant ses dents. Bonnard se pencha en arrière sur sa selle, tira de toutes ses forces sur les rênes car le cheval était devenu fou. Il remuait la tête, trépignait, dérapait sur la glace. Devant lui, à mi-chemin entre l'endroit où il se trouvait et le rivage sur lequel se tenait Ciri, une licorne d'un blanc immaculé dansait sur la glace. Elle se cabrait, adoptant finalement une pose rendue célèbre par de nombreux blasons. « Pas de tour de ce genre avec moi !» brilla le chasseur de primes en maîtrisant son cheval. « On ne m'effraie pas avec des sortilèges. Je t'aurai, Ciri. Cette fois, je te tuerai, sorceleuse.
Tu m'appartiens. » La brume tourbillonna de nouveau, virevolta, prenant des formes étranges, des formes qui devenaient de plus en plus précises. C'étaient des cavaliers, des silhouettes cauchemardesques de cavaliers fantômes. Bonnard écarquilla les yeux. Ils chevauchaient des chevaux squelettes, leurs armures et leurs cottes de mailles mangées par la rouille, leurs aumes tordus et corrodés, décorés de cornes de buffle, de panachémites et plumes d'autruche et de paons. Sous les auvents des aumes, les yeux des spectres brillaient d'un éclat grisâtre. Leurs étendards en lambeaux bruissaient. À la tête de la cavalcade démoniaque galopait un cavalier armé, une couronne sur son aume, un gorgerin sur sa poitrine qui venait heurter son plastron rouillé. « Hors d'ici !» Dans la tête de Bonnard, des mots résonnaient. « Hors d'ici, mortel ! Elle n'est pas à toi, elle est à nous. Hors d'ici !» S'il y avait une chose qu'on ne pouvait enlever à Bonnard, c'était son courage. Il ne se laissa pas intimider par les spectres. Il surmonta sa peur, ne céda pas à la panique. Son cheval, en revanche, se révéla moins résistant. Les talons baissent qu'à bras, caracola sur ses membres postérieurs et ni sauvagement lança une ruade en bondissant. Sous le choc des fers, la glace se fendit avec un craquement effrayant. Des blocs de glace se dressèrent à pic, de l'eau jaillit. Le cheval grogna, heurta de ses sabots avant de trous qui s'effritaient. Bonnard se débarrassa de ses étriers, sauta. Trop tard. L'eau l'engloutit, ses oreilles résonnèrent d'un tintement assourdissement. Ses poumons menaçaient d'éclater. Il eut de la chance, tandis qu'il se débattait, il sentit sous ses pieds quelque chose, son cheval sans doute, qui s'enfonçait dans les profondeurs. Il prit appui sur l'animal et il s'élança vers la surface. Crachant et haletant, il se grippa au bord du trou. Sans céder à la panique, il planta son couteau dans la glace, se hissa hors de l'eau. Il resta allongé, respira profondément, complètement trempé. Une clarté peu naturelle, cadavéreuse, avait subitement inondé le lac. La glace, les talus enneigés, la forêt de pins couverte de givre. Au prix d'un énorme effort, Bonnard se mit à genoux. Au-dessus de l'horizon, une couronne de lumière aveuglante enflamma le ciel couleur bleu marine, un dôme lumineux dont soudain surgirent des faisceaux et des spirales de feu, des colonnes dansantes et des tourbillonnants de lumière. Des draperies et des rubans mouvements, vacillants, aux formes sans cesse changeantes, se suspendirent au firmament. Bonnard coassa. Il avait l'impression d'avoir un garrot de fer sur la gorge. En l'endroit où un instant auparavant il n'y avait qu'une petite colline nue et un tas de cailloux, se dressait à présent une tour, majestueuse, svelte et élancée, noire, lissante, brillante, comme taillée d'un seul bloc dans du basalte. Des flammes clignotaient à ses quelques fenêtres. Entre les créneaux dentelés, dans son sommeil, flamboyait une aurora borealis. Bonnard vit la jeune fille sur sa jument Morel, le visage tourné vers lui. Il vit ses yeux brillants et sa joue tailladée d'une affreuse cicatrice. Puis la jeune fille talonna sa monture jusqu'à la tour et, sans hâte, elle pénétra dans l'obscurité sombre sous l'arc de pierre de l'entrée. Il la vit disparaître. L'aurora borealis explosait, libérant des tourbillons de flammes aveuglantes. Quand Bonnard put enfin ouvrir les yeux, la tour n'était plus. À sa place, il n'y avait plus que la colline enneigée, un tas de cailloux, de mauvaises herbes noires, desséchées. Agenouillé sur la glace dans une mare d'eau, ses vêtements trempés et dégoulinants, le chasseur de primes poussa un cri sauvage, horrible. Les mains tendues vers le ciel, il criait, hurlait, blasphémait, maudissait les gens, les dieux et les démons. L'écho de son cri se répercuta sur les flancs couverts de sapinières, le long de la surface gelée du lac Tarn-Myrna. L'intérieur de la tour lui rappela instantanément Kaer Morhen, le même corridor noir, après l'arcade, la même enfilade sans fin de colonnes ou de statues. Elle n'arrivait pas à comprendre comment une telle profondeur pouvait être contenue dans l'obélisque élancé de la tour. Mais elle savait parfaitement qu'il était inutile d'en appeler à la logique. Après tout, cette tour avait surgi de nulle part, comme par enchantement, elle pouvait tout renfermer, et il ne fallait s'étonner de rien. Ciri regarda autour d'elle. Elle ne croyait pas que Bonnard était parvenu à entrer dans la tour à sa suite, si tant est qu'il ait osé essayer, mais elle préférait s'en assurer. L'arcade par laquelle elle était entrée brillait d'un éclat artificiel. Les sabots de Kelpie résonnèrent sur le sol, sous ses fers quelque chose crépita. Des os.
Des crânes, des tibias, des cages thoraciques, des fémurs, des bassins, elle progressait au milieu d'un gigantesque ossuaire. Kaer Morhen, songea-t-elle en se remémorant certains souvenirs. Les morts doivent être enterrés. C'était il y a si longtemps. À l'époque, je croyais encore à ce genre de choses. La majesté de la mort, le respect pour les morts. Mais la mort, c'est tout simplement la mort. Et un mort, ce n'est qu'un cadavre froid. Peu importe où il repose, où pourrissent ses os. Elle pénétra dans l'obscurité, sous l'arcane, entre des colonnes et des statues. Les ténèbres ondoyèrent comme de la fumée, des murmures obsédants, des soupirs, des incantations silencieuses emplirent ses oreilles. Devant elle, la clarté revint soudain, éblouissante. Une porte gigantesque s'ouvrit, puis une autre, et une autre encore. Une infinité d'autres portes lourdes s'ouvraient sans bruit, devant elle. Kelpie avançait, faisant résonner ses sabots sur le sol. La géométrie des murs qui l'entouraient, des arcades et des colonnes, se trouva soudain inversée si violemment que Ciri en eut le vertige. Elle avait l'impression de se trouver à l'intérieur d'un volume impossible, une espèce de gigantesque octadaire. D'autres portes continuaient à s'ouvrir, mais elles ne balissaient plus qu'une direction unique. Elles ouvraient la voie vers une infinité de directions possibles. Et alors, les images défilèrent. Une femme aux cheveux noirs tint par la main une petite fille aux cheveux cendrés. La jeune fille a perdu du noir. Elle est effrayée par les murmures qui s'élèvent dans l'obscurité. Le tintement des sabots qu'elle entend l'intimide. La femme aux cheveux noirs, qui porte une étoile au brillant scintillant autour du cou, a peur, elle aussi. Mais elle n'en laisse rien paraître. Elle conduit la petite fille plus loin, vers sa destinée. Kelpie poursuivait son chemin. Porte suivante. Yola la seconde et Ernune, en veste de fourrure, des baluchons à la main, suivent un chemin gelé, enneigé. Le ciel est couleur bleu marine. Porte suivante. Yola la première est agenouillée devant un autel. Près d'elle, la mère Nénéké. Leurs visages sont défigurés par la peur. Que voit-elle ? Le passé ou le futur ? La vérité ou le mensonge ? Au-dessus de Nénéké et de Yola, des mains. Les mains d'une femme aux yeux dorés, tendues dans un geste de bénédiction. Sur le collier de la femme, un diamant qui brille comme l'étoile du matin. Sur les épaules de la femme, un chat. Sur sa tête, un faucon. Porte suivante. Triss Merigold retient ses magnifiques cheveux châtains, agités et emmêlés par des rafales de vent. Impossible de fuir face au vent, rien ne protège du vent. Pas ici, pas sur le sommet du mont. Un long défilé d'ombres progresse sans fin vers le mont. Des silhouettes qui marchent lentement. Certains tournent vers elle leurs visages, des visages connus. Vésimir, Eskel, Lambert, Cohen, Yarpen Zygrin et Polly Selberg, Fabio Sach, Jarre, Tisaya de Vries, Missel, Gérald. Porte suivante. Yennefer, enchaîné, attaché au mur suintant d'humidité d'un cachot. Ses mains ne sont plus qu'un amas de sang coagulé. Ses cheveux noirs sont hirsutes emmêlés, ses lèvres fendues et gonflées. Mais dans ses yeux violets ne cesse de briller la volonté de résister et de lutter. « Maman, tiens bon, résiste, je viens à ton secours. » Porte suivante. Ciri détourne la tête, contrariée, gênée. Gérald, avec une femme aux yeux verts et aux cheveux noirs coupés courts, nus tous les deux, absorbés l'un et l'autre par le plaisir qu'ils se donnent. Ciri maîtrise la peur qui lui étreint la gorge. Elle fait avancer Kelpie. Les sabots claquent, des murmures résonnent dans l'obscurité. Porte suivante. Bonjour, Ciri. Visigotha ? Je savais que tu réussirais, brave jeune fille, ma vaillante hirondelle. Tu t'en es tirée sans dommage ? Je les ai vaincus sur la glace. J'avais une surprise pour eux, les patins de ta fille. J'avais à l'esprit des dommages psychiques. J'ai contenu ma vengeance, je ne les ai pas tous tués. J'ai épargné Chahuan, bien qu'il m'ait blessé et défiguré. Je me suis maîtrisé. Je savais que tu vaincrais Zirael et que tu entrerais dans la tour. Je l'ai lu, n'est-ce pas ? Parce que tout cela a déjà été écrit. Sais-tu ce qu'apportent les études ? La capacité à utiliser les sources. Comment se fait-il que nous discutions ensemble, Visigotha ? Est-ce que tu... Oui, Ciri, je suis mort. Ah, ça n'a pas d'importance.
Le plus important, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai trouvé. Je sais maintenant où sont passés les jours perdus. Je sais ce qui t'est arrivé dans le désert de Korat, par quels moyens tu t'es échappé à tes poursuivants. Et aussi par quels moyens je suis entré ici, dans cette tour, n'est-ce pas? Le sang ancien qui coule dans tes veines te donne la maîtrise du temps et de l'espace, des dimensions et des sphères. Tu es maintenant la dame des mondes, Ciri. Tu possèdes une force puissante. Ne permets pas qu'on te l'enlève et qu'on profite à des fins personnelles criminelles et indignes. Je ne le permettrai pas. Adieu, Ciri. Adieu, Hirondelle. Adieu, vieux corbeau. Porte suivante, une clarté aveuglante et une odeur persistante de fleurs. Une brume légère, dufteuse, avait recouvert le lac. Elle fut rapidement dispersée par le vent. La surface de l'eau était aussi lisse que celle d'un miroir, couverte d'un tapis de larges feuilles sur lesquelles fleurissaient des nymphéas blancs. Les berges étaient noyées dans la verdure et les fleurs. Il faisait chaud. C'était le printemps. Ciri n'était pas étonnée. Pourquoi l'aurait-elle été? Dorénavant, tout était possible. Novembre, la glace, la neige, la terre gelée, un remblai de pierre sur un monticule envahi de mauvaises herbes. C'était là-bas. Et ici, c'était un autre monde. La tour de basalte élancée, avec ses créneaux dentelés qui se reflètent dans l'eau verte du lac parsemé de nénuphars blancs. Ici, nous sommes en mai, songea-t-elle, car c'est bien en mai, n'est-ce pas, que fleurissent les roses sauvages et les putiers. Non loin de là, quelqu'un jouait du pipeau ou de la flûte, une petite mélodie joyeuse, frémissante. Au bord du lac, les jambes antérieures dans l'eau, 2 chevaux blancs comme neige se désaltéraient. Kelpie et Broie cognaient ses sabots contre la pierre. À ce moment-là, les chevaux relevèrent la tête et Ciri poussa un profond soupir. Car ce n'étaient pas des chevaux, mais des licornes. Ciri n'était pas étonnée. Son soupir n'exprimait pas la surprise, mais l'admiration. Mais la mélodie était de plus en plus distincte. Elle provenait des buissons de putiers couverts de fleurs blanches. Sans incitation aucune, Kelpie se dirigea d'elle-même dans ces directions. Ciri avala sa salive. Les 2 licornes, immobiles comme des statues, la regardaient. Leur silhouette se reflétait à la surface de l'eau lisse comme celle d'un miroir. Derrière le buisson de putier, sur un rocher rond, était assis un elfe aux cheveux clairs, au visage triangulaire et aux immenses yeux en amande. Il jouait, déplaçant habilement ses doigts sur son flutio. Il avait vu Ciri et Kelpie. Il les observait tout en continuant à jouer. Les petites fleurs blanches sentaient bon. Ciri n'avait jamais vu de putier qui sentait aussi fort. Pourquoi s'étonner, songea-t-elle tout à fait lucide. Dans le monde où j'ai vécu, jusqu'à présent, les putiers ont une odeur différente, voilà tout. Parce que, dans cet autre monde, tout était différent. L'elfe acheva sa mélodie par un tri strident. Il ôta la flûte de sa bouche, se leva. « Pourquoi as-tu tant tardé ?» demanda-t-il avec un sourire. « Qu'est-ce qui t'a retardé ?» Et c'est sur ces révélations incroyables des pouvoirs de Ciri, cette bagarre incroyable qu'elle a menée contre tous ses poursuivants, que se termine ce tome 6 du Sorceleur. J'espère pour les gens de YouTube qu'il vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à suivre tout le tome et ce dernier chapitre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la suite du tome 7, c'est pourquoi je vous invite fortement à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, le lien est dans la description, parce que c'est là-dessus que je vous tiendrai au courant de quand est-ce que je ferai la lecture du tome final, du tome 7. Et ce tome 7, comme on a pu en parler en tout début de stream, pour les gens qui étaient là, ce tome 7 sera fait en cosplay de Gérald, bien sûr, pour commémorer ça, commémorer cette grande aventure. Du coup, j'espère que ça vous plaira, que vous serez nombreux à suivre le dernier tome, et surtout, n'hésitez pas du coup à suivre me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de quand est-ce que ça passera et de comment on fera. Il y aura peut-être entre-temps d'autres stream lectures et du coup d'autres lectures sur d'autres lectures. N'hésitez pas dans les commentaires à me suggérer beaucoup d'œuvres, vous êtes déjà pas mal à l'avoir fait. Je vous dis du coup à très bientôt sur peut-être d'autres streams. Et sinon, pour ceux qui sont là que pour The Witcher, je vous dis à grand plaisir, très vite, déguisé en Gérald.